Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une séance de révision de toutes les notions grammaticales qui sont au programme de la classe de seconde et qui, vous le savez, sont utiles également en première puisque l'examen oral du baccalauréat propose une question de grammaire qui porte sur le programme de première et de seconde. Le programme de grammaire en seconde, ce sont 5 thèmes: le verbe, la phrase, les propositions relatives, les accords et le lexique. Je vous propose aujourd'hui de revoir très rapidement les notions fondamentales de ces 5 thèmes. Évidemment, cette vidéo étant très courte, elle n'a pas pour vocation à remplacer des cours de grammaire, mais simplement à vous aider à faire le point à un moment donné de l'année. Premier thème abordé par le programme de seconde, le verbe. Un verbe, c'est tout d'abord un mode. Ce mode, cela peut être l'indicatif qui situe dans le temps, l'impératif qui permet l'injonction, le subjonctif qui évoque le monde du possible, et ces 3 modes vont être appelés des modes personnels, tout simplement parce qu'ils sont associés systématiquement à une personne, à un sujet, et que cette personne, ce sujet, va modifier leur déclinaison. Au contraire, l'infinitif, qui a souvent une valeur de nom, ou le participe, qui permet la circonstance, n'ont pas de personne. On appelle donc ces modes des modes impersonnels. Un verbe, c'est également un temps, et on distingue systématiquement les temps simples, qui ont une valeur de non accompli, des temps composés, qui évoquent en général une action antérieure et toujours une valeur d'accompli. Quand on s'intéresse au verbe, il est bon d'avoir une idée assez précise de la valeur des temps simples de l'indicatif. Outre le fait qu'ils ont tous une valeur d'inaccompli, ils possèdent chacun des valeurs très particulières. Je ne vais pas les reprendre ici. Je vous laisse revoir ce tableau si vous avez besoin de le revoir. Je prends simplement un tout petit temps pour revenir sur la différence imparfait passé simple. Je parle ici d'une valeur séquente pour l'imparfait, d'une valeur non séquente pour le passé simple. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais prendre un exemple. Je marchais dans la rue quand je vis une fillette. Lorsque j'utilise l'imparfait, je me situe en quelque sorte à l'intérieur de l'action. Lorsque je dis je marchais dans la rue, on voit bien que ce qui m'intéresse, c'est l'action même de marcher sans que je sache ou sans que je mette en avant le début, la fin de l'action. C'est ce que l'on appelle la valeur séquente, ce qui fait que l'imparfait est utilisé pour l'arrière-plan. Au contraire, je marchais dans la rue lorsque je vis une petite fille. Lorsque j'utilise le passé simple, je vis, je me situe en quelque sorte à l'extérieur de cette action. Cette action, elle est saisie dans sa globalité, avec un début, une fin. Et c'est bien pour cela que l'on utilise le passé simple pour les actions de premier temps. Je ne passe pas plus de temps sur ce tableau que vous pouvez regarder, lire, imprimer comme bon vous semblera. Nous nous intéressons maintenant à la phrase. Comment est-ce qu'on analyse une phrase? Eh bien, tout d'abord, une phrase, c'est un type. Un type, c'est pourquoi je prends la parole. Je prends la parole pour déclarer quelque chose, phrase déclarative. J'aime la grammaire, je pose un fait. Je peux prendre la parole pour agir sur mon interlocuteur, apprends ta grammaire, et là c'est une injonction. Ou bien je prends la parole pour questionner, aimes-tu la grammaire? C'est une phrase interrogative. Une phrase, c'est également une forme. Une forme, c'est est-ce que l'énoncé est affirmé ou nié? En d'autres termes, il y a 2 formes de phrases, affirmative ou négative. Une phrase, c'est également une tournure, c'est-à-dire une organisation des mots à l'intérieur de la phrase. Dans une phrase comme j'aime la grammaire, l'ordre des mots est l'ordre habituel, ce que l'on appelle l'ordre canonique des mots. Parfois, les phrases ne suivent pas cet ordre canonique. Nous pouvons trouver des phrases passives dans lesquelles le sujet n'est pas celui qui accomplit l'action. La phrase peut être emphatique, je mets un élément en valeur. La phrase peut également avoir une tournure impersonnelle. Le sujet est alors un sujet il qui n'a pas de sens, qui est vide de sens. Ou elle peut être exclamative, j'aime la grammaire, et là, je donne une tournure affective à ma phrase. Enfin, une phrase, elle a une structure. Et cette structure, on va s'appuyer pour la comprendre sur le nombre de verbes. Soit la phrase n'a pas de verbe, elle est nominale. Soit la phrase a un verbe conjugué,
elle est une phrase simple, ou bien elle a plusieurs verbes conjugués et elle est alors une phrase complexe. Si la phrase est complexe, je poursuis l'analyse en me demandant: est-ce que les propositions sont deux propositions indépendantes? Une proposition indépendante étant une proposition qui peut vivre seule, qui n'a pas besoin d'autre chose que d'elle-même pour exister. Quand deux propositions indépendantes sont reliées, elles peuvent être coordonnées. Et là, vous connaissez tous la fameuse petite phrase « mais où est donc Ornicart ?» Ou bien, ces propositions indépendantes sont reliées par un point de ponctuation et elles sont juxtaposées. Si les deux propositions ne sont pas indépendantes, cela signifie qu'il y en a au moins une qui est principale et une qui est subordonnée, la subordonnée étant celle qui ne peut pas vivre toute seule, qui dépend de la première, et qui peut avoir trois fonctions dans la phrase. Elle peut être complétive, c'est-à-dire qu'elle est un complément d'objet du verbe, ou bien elle peut être circonstancielle, elle précise les circonstances ou un lien logique, et enfin, elle peut être relative, et c'est ce que nous développons ensuite. La subordonnée relative. Comment on reconnaît une subordonnée relative? Eh bien, il y a un moyen imparable pour le faire. Elle est introduite par un pronom relatif, et ce pronom relatif, il a la particularité de jouer un rôle grammatical dans la subordonnée. Je vous donne un exemple tout de suite qui va vous permettre de tout comprendre. J'ai aimé des livres auxquels je ne comprenais pas grand-chose lors de ma première lecture. Je m'intéresse donc à la subordonnée auquel je ne comprenais pas grand-chose lors de la première lecture. Vous voyez que le pronom auquel joue ici le rôle de complément d'objet indirect du verbe. Je ne comprenais pas grand-chose à quoi? Auquel, c'est-à-dire au livre. Dans une subordonnée qui n'est pas relative, le mot introducteur ne joue pas de rôle grammatical. Je vous donne un exemple barré ici. J'ai aimé qu'il m'embrasse. La subordonnée est qu'il m'embrasse et vous voyez que le que ne sert ici que de liant, de mot de liaison en quelque sorte, et ne joue pas de rôle grammatical dans la subordonnée. La deuxième caractéristique du pronom relatif, mais qui ne fonctionne pas toujours, c'est qu'il a souvent un antécédent dans la principale. Dans l'exemple que je vous ai donné, des livres auxquels je ne comprenais pas grand-chose, vous voyez que auquel a un antécédent se rapporte à des livres. Qu'est-ce que c'est auquel? Eh bien, c'est évidemment des livres. Mais ça ne marche pas toujours. Si je vous dis qui m'aime me suive, qui m'aime est une subordonnée, on voit que qui joue un rôle dans cette subordonnée, c'est le sujet du verbe aimer. Pour autant, il n'a pas d'antécédent. Il existe trois types de relatives. Les plus nombreuses, ce sont les relatives adjectives qui viennent compléter un nom ou un groupe nominal. Comme elles jouent le rôle d'un adjectif, on peut les remplacer par un adjectif. La grammaire que j'aime, la grammaire française. Deuxième type, ce sont les relatives substantives qui fonctionnent comme des noms. Et comme elles fonctionnent comme des noms, on peut les remplacer par un nom. Qui m'aime me suive, que Paul me suive. J'aime ce qui se passe ici, j'aime la ratatouille. Dernier type de relatives, les relatives circonstancielles sur lesquelles je ne m'attarderai pas, elles sont extrêmement peu nombreuses. Je m'intéresse maintenant aux accords. Les accords sujet-verbe, pour commencer, on fait preuve de logique. On sait que le verbe s'accorde avec le sujet et il faut trouver le sujet. Les cas qui vont vous poser problème sont toujours des cas que vous pouvez résoudre simplement avec de la réflexion. Beaucoup d'élèves adorent la grammaire. Pourquoi ENT? Parce qu'ils sont nombreux, ces élèves. Plus d'un élève commet l'erreur. Eh bien ici, je ne mets pas le verbe au pluriel, même s'il y a beaucoup d'élèves, mais simplement parce que je vais envisager les élèves un par un. Le lièvre et la tortue gagnent la course. Là, vous allez me dire qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés. Ils sont deux, il y a un lièvre et une tortue, donc on met ENT à la fin du verbe. Oui. Et de la même façon, le lièvre ou la tortue gagnent la course parce qu'en réalité, il n'y en a qu'un des deux qui gagne. L'autre difficulté avec l'accord sujet-verbe, c'est d'accorder le participe passé. Je mets de côté le participe passé employé comme adjectif. Il s'emploie comme un adjectif, il s'accorde avec le nom. Là où la question se corse un petit peu, c'est, et je vous remets les règles maintenant, c'est lorsqu'il est employé ce participe passé avec être ou avec avoir selon que le COD soit avant ou après. Je vous laisse regarder les règles à tête reposée si vous le souhaitez. Et pour moi, je vais vous donner un truc.
vous allez vous arrêter sur le participe et vous demander si à ce moment précis de la phrase on sait qui est concerné. Je reprends les exemples développés plus haut. La tortue est arrivée, je m'arrête. Est-ce que je sais qui est arrivé? Oui, la tortue, alors j'accorde le participe avec la tortue. La tortue a gagné la course. La tortue a gagné, je m'arrête. Est-ce que je sais ce qui est gagné? Non, alors je n'accorde pas. Cette course, la tortue l'a gagnée. Est-ce que je sais ce qui est gagné? Oui, la course, donc j'accorde avec la course. Et j'accorde toujours avec ce qui est concerné. Dernier cas un peu difficile, ce sont les verbes pronominaux. Là encore, le truc de Né plus haut peut fonctionner. J'essaie avec le premier exemple, ils se sont lavé les mains. Ils se sont lavés, est-ce que je sais ce qui est lavé? Non, je n'accorde pas. Ils se sont salués, est-ce que je sais qui ils ont salué? Ben oui, eux-mêmes, alors j'accorde. Voilà pour les accords sujet-verbe. Les accords dans le groupe nominal maintenant. Là encore, tout est question de logique, il faut repérer le nom qui régit le groupe nominal et dont dépendent les accords. Il existe de nombreuses difficultés, notamment en ce qui concerne l'accord des adjectifs. Je vous renvoie à vos grammaires habituelles pour vous rappeler notamment de l'accord des adjectifs de couleur, mais je m'intéresse aujourd'hui à deux difficultés particulières. La première, c'est lorsque l'on a des adjectifs composés. Alors vous retenez qu'il n'y a que les noms qui s'accordent, et là encore, vous faites simplement preuve de bon sens. Un chasse-mouche, des chasse-mouches, parce que quoi qu'il en soit, il n'y a qu'une chasse. Des timbres-poste, il y a plusieurs timbres, mais il n'y a toujours qu'une poste. Des pot-au-feu, il y a plusieurs pots, mais il n'y a toujours qu'un feu. Des couvre-lits, il n'y a qu'une action de couvrir, mais il y a plusieurs lits. Quand on s'intéresse à l'adverbe tout, c'est un petit peu plus difficile. Il s'accorde s'il est devant un adjectif au féminin qui commence par une consonne. L'œuvre de Beaumarchais a eu une influence considérable, toute scandaleuse qu'elle soit. De la même façon, nous aurions les œuvres de Beaumarchais, toutes ES, scandaleuses qu'elles soient. Par contre, les romans de Beaumarchais, tout TOIT, scandaleux qu'ils soient. Je termine cette vidéo avec le dernier point de grammaire, le lexique. Quand on étudie le lexique, on s'intéresse évidemment à la formation des mots et je vous redonne trois notions fondamentales, celle de dérivation. Pour former un mot, on peut ajouter un affixe, c'est-à-dire soit un préfixe, soit un suffixe, sachant que le préfixe modifie le sens du mot, quand le suffixe modifie la classe grammaticale du mot. Deuxième façon de former un mot, c'est une composition. Je crée un mot à partir de deux autres. Et enfin, troisième possibilité, j'emprunte à une autre langue. Deuxième chose à laquelle je m'intéresse quand je m'intéresse au lexique, c'est évidemment les relations lexicales, les relations qu'entretiennent les mots entre eux. Là encore, je vous propose trois notions. La notion de synonymie, de mots qui veulent dire à peu près la même chose. D'antonymie, le contraire, de mots qui sont sensiblement de sens opposés, bien et mal. Et enfin, l'hyperonymie. Il existe des termes génériques qui regroupent différents termes spécifiques. Quand je dis le lycée passe en enseignement hybride, quand je parle de lycée, c'est un terme générique qui regroupe les lycéens, les enseignants, etc. Dernière chose à laquelle je m'intéresse lorsque j'étudie le lexique, le sens des mots, avec là aussi trois notions fondamentales. La dénotation, c'est que veut dire le mot? L'homme est un loup pour l'homme. Qu'est-ce que c'est qu'un loup? C'est un animal sauvage carnivore. La définition que me donne le dictionnaire, c'est sa dénotation. La connotation, c'est ce qu'évoque le mot. Le loup, ici, c'est un prédateur, c'est un animal sauvage, il est inquiétant. Et là, vous voyez que le dictionnaire ne dit plus cela. Là, on est dans la connotation. Et enfin, dernier mot important, la polysémie, que l'on utilise pour évoquer un terme qui a plusieurs sens. Voilà pour ces révisions du programme de seconde en termes de grammaire. J'espère que la vidéo a pu vous être utile. J'espère que vos révisions grammaticales se déroulent bien et je vous souhaite une excellente journée.